La Première Dame supervise au siège du ministère des Affaires étrangères le programme d'exposition de photos centré sur la place de la femme dans la diplomatie mauritanienne. Le ministère de la Santé démarre la première phase de la vaccination des adolescentes contre le cancer du col de l'utérus. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines s'informe à Kifar sur la performance de la centrale électrique et des ouvrages qui y sont reliés. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a arbitré ce matin un programme d'exposition de photos suivi d'un colloque à l'Académie diplomatique sous le thème « La femme dans la diplomatie mauritanienne ». Les deux activités ont été supervisées par la Première Dame, Mariam Mohamed Vadelda, en présence du ministre des Affaires sociales, des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et de sa collègue des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Aminata Kane. C'est sous le thème « La femme dans la diplomatie mauritanienne » que la Première Dame, Mariam Mohamed Vadelda, a supervisé l'ouverture de l'exposition des photos et d'un colloque organisé à l'Académie. L'exposition, qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Madame Naha Mintharoun Ould Cheikh Sidia, rentre dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué lors de son discours que ce colloque marque un tournant dans l'histoire de la diplomatie mauritanienne, relevant que l'organisation de cette activité vise à consolider l'autonomisation et la participation politique des femmes à travers leur accès aux centres vitaux de la vie publique, précisant que notre pays est pionnière en Afrique et dans le monde arabe. C'est le seul pays dans la région où une femme a été nommée à la tête de la diplomatie. Mieux, la femme a été toujours présente au premier rang dans l'administration centrale du département des Affaires étrangères. Au terme de son intervention, le ministre a apprécié le rôle que les diplomates mauritaniennes ont joué dans le domaine de la présentation de la Mauritanie et de son patrimoine dans le monde. À noter que la cérémonie a donné lieu à une exposition de photos qui traduit la présence remarquable de la femme mauritanienne à travers les différentes étapes de l'histoire du pays, suivie de témoignages de certaines femmes pionnières dans la diplomatie mauritanienne. Réunion ce lundi par visioconférence du groupe de la Banque mondiale sur la Covid-19 et la sécurité alimentaire. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane, y est intervenu à travers une allocution dans laquelle il a indiqué que la crise Covid-19 a impacté notre pays sur plusieurs plans. Explication Abdoulaye Damaba. Plusieurs ministres des secteurs économiques des pays africains ont pris part à cette rencontre qui est organisée par le groupe de la Banque mondiale et s'est tenue avec la participation d'experts de la Banque mondiale afin de discuter des effets néfastes de la Covid-19 sur la situation économique des pays africains, particulièrement l'état de la sécurité alimentaire. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a pris part à cette manifestation à partir de la salle des réunions du département des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. La situation précaire des pays du Sahel se sont particulièrement dégradées. La Mauritanie, à l'instar de ses pays frères, a pleinement subi les effets de la pandémie pour laquelle elle était mal préparée. La pandémie a exacerbé la crise économique en impactant directement la sécurité alimentaire à travers la perturbation des chaînes d'approvisionnement alimentaire, la perte de revenus et de moyens de subsistance de nombreux citoyens, la perturbation des programmes de protection sociale, l'inflation des prix des denrées alimentaires, l'aggravation des inégalités. Malgré les tensions budgétaires, les mesures de riposte de la Mauritanie à la pandémie Covid-19 ont été rapides. Le président de la République a annoncé une batterie de mesures visant à atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie de façon générale et particulièrement sur les couches les plus vulnérables de la population. Ainsi, dans le cadre du plan de riposte, un fonds de résilience à la Covid-19 a été mis en place, doublé de mesures financières, fiscales et douanières visant à renforcer le stock stratégique de sécurité alimentaire et à prévenir toute pénurie éventuelle. Rappelons que cette réunion qui s'est tenue par vidéoconférence a été marquée par plusieurs interventions.
Autre rencontre ce matin par visioconférence, la table ronde organisée par l'UNESCO sous le thème « Préserver les écoles ouvertes et donner la priorité aux enseignements et soutenez-les ». Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaïnine Eyih, a participé à cette table ronde qui intervient après l'apparition de la pandémie Covid-19 dans le but d'impulser le secteur de l'éducation. Bokar Baïdaba. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, la pandémie de Covid-19 a fait subir au système éducatif un choc sans précédent dans l'histoire, bouleversant la vie de près de 1,6 milliard d'élèves et étudiants dans plus de 190 pays sur tous les continents. En Mauritanie, d'importants efforts ont été déployés pour enrayer les effets de la pandémie. La Mauritanie, à l'instar de tous les pays, a essayé de faire face à cette pandémie. Sur l'année scolaire passée, nous avons perdu un peu moins de 6 mois d'études pendant lesquelles les écoles étaient fermées. La reprise a été faite, bien sûr, avec un plan d'urgence pour essayer de garantir au niveau des écoles les conditions minimales pour préserver la santé des enfants et des enseignants, dans un contexte certainement beaucoup plus difficile que beaucoup d'autres pays dans notre continent. Les écoles connaissent encore une grande pléthore, beaucoup d'effectifs dans les classes. Beaucoup de populations sont assez pauvres pour fournir les ressources nécessaires pour se protéger, les masques, le lavage des mains, ainsi de suite. Il y a même des problèmes de disponibilité de l'eau au niveau des écoles dans certains endroits du milieu rural. Donc des défis très importants face auxquels le gouvernement a essayé de mobiliser des ressources avec ses partenaires. Et l'école avait repris l'année passée, puis on a pu prolonger l'année scolaire pour pouvoir rattraper le temps perdu. La Mauritanie est engagée dans une réforme de son système éducatif qui a coïncidé malheureusement avec la déclaration de cette pandémie. Notre objectif, c'était d'assurer aux enfants de première et de deuxième année du fondamental un bon départ à l'éducation à travers la lecture, l'écriture, pour pouvoir savoir lire, écrire et compter, ce qui est davantage compliqué par cette situation. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer une évaluation de l'impact de la Covid sur l'éducation en Mauritanie, en particulier sur ces 2 premières années, pour s'assurer qu'on puisse assurer une stratégie de rattrapage qui permet d'avoir un bon départ de l'éducation pour nos enfants. La crise a également rappelé le rôle crucial des enseignants et qu'il incombe à l'État et aux autres partenaires de veiller à la santé et au bien-être du personnel éducatif. Les défis pour les enseignants en particulier, ils sont multiples. C'est d'abord le défi de les protéger. Et dans ce sens, ce sont parmi les premières populations qui vont profiter de la vaccination qui a commencé dans le pays il y a des jours. Il faut les motiver. Et dans ce sens, le ministère de l'Éducation a pu maintenir ou augmenter d'ailleurs les primes relatives à la présence en classe, les primes d'éloignement dans les zones retirées du pays. Donc un effort a pu être fait malgré la Covid sur l'augmentation générale du budget de l'éducation nationale de 12%, et en particulier pour venir en aide aux enseignants. Il y a également des défis de les former, en particulier sur l'accès des technologies de l'information et de la communication. La crise sociale et économique mondiale sans précédent engendrée par la pandémie de Covid-19, qui a touché tous les pays, a mis en lumière la fragilité et l'interdépendance de la planète. Sur un autre plan, le ministère de l'Éducation nationale se prépare à réunir les acteurs pédagogiques pour se concerter sur la future loi d'orientation de l'enseignement. Dans cette perspective, il a convoqué ce matin un atelier dont l'objectif est de capitaliser l'ensemble des démarches relatives à la réforme de l'éducation. Amina Takan. L'objectif de cette rencontre est de préparer les concertations dans les Mourata et les wilayas qui doivent donner lieu à un rapport final portant sur l'orientation de l'enseignement. Les travaux de cette rencontre axés sur la capitalisation des réformes pédagogiques et des états généraux de l'éducation ainsi que de l'évaluation de la réforme de 1999 se sont déroulés sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaïnine Eyih, qui a mis l'accent sur l'importance de l'atelier qui aborde le processus des réformes pédagogiques, indiquant que la réforme de l'enseignement jouit d'un intérêt particulier de la part des autorités. C'est ainsi que le gouvernement, dira-t-il, a œuvré à l'exécution des programmes et plans visant à réhabiliter le service public en général et l'aspect pédagogique de façon plus spécifique, en améliorer les prestations.
Ajoutons que la réhabilitation du système pédagogique requiert de notre part de faire le diagnostic des problèmes et déséquilibres dont il souffre pour mettre sur les rails de l'efficience et de la performance afin que ces résultats réalisent nos aspirations. Il s'agit, dira-t-il, de créer des générations de citoyens disposant de compétences et de connaissances aptes à contribuer de manière constructive à l'œuvre de développement durable des citoyens imbus d'une culture plurielle faite de cohabitation, de paix sociale et d'ouverture face aux autres. Les participants à cet atelier ont mis en relief le rôle des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le département et notamment l'Agence française de développement qui est un partenaire dans cet atelier. Ils ont indiqué que cet atelier leur permettra de tirer le meilleur parti des anciennes réformes et à réfléchir sur les facteurs de succès et d'échec, leurs points forts et faibles, afin de s'en inspirer dans les recommandations des États généraux de l'éducation. L'actualité nationale marquée également ce jour par le coup d'envoi de la vaccination sur l'ensemble du territoire des filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadirou Hamed, a supervisé le démarrage de cette campagne de vaccination qui va se poursuivre durant 6 jours. Mohamed Khatat. C'est par cette dose de vaccin administrée à cette jeune fille que le coup d'envoi de la campagne nationale pour l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus a été lancé aujourd'hui à Nouakchott au centre de santé de Tayaret par le ministre de la Santé, en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, du ministre de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme, d'un représentant du conseil régional et des autorités administratives et de sécurité dans la wilaya de Nouakchott Nord. La campagne qui se déroule jusqu'au 6 avril sur tout le territoire national vise à vacciner la tranche d'âge des filles âgées de 9 à 14 ans, avec 2 doses à 6 mois d'intervalle pour les protéger du papillomavirus humain, le HPV, considéré comme l'une des principales causes du cancer de l'utérus. Le lancement de cette campagne nationale de vaccination sous le slogan « Vaccinons nos filles de 9 à 14 ans pour protéger leur avenir » a été l'occasion pour le ministre de la Santé, M. Nadirou Hamed, pour préciser que ce cancer de l'utérus est considéré comme l'une des principales causes de décès des femmes car il se classe 4e dans le monde et 1er en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé, tuant 341 000 femmes dans le monde au cours de l'année écoulée et plus de 76 000 femmes en Afrique. Dans notre pays, indique le ministre, le nombre de cas est estimé à 1500 cas de décès par le cancer chez les femmes entre 15 et 44 ans. Le ministre de la Santé a ajouté que le lancement de cette campagne intervient 3 jours après le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Louant l'efficacité du vaccin et se félicitant que notre pays en dispose, Dieu merci, le ministre a appelé tous les citoyens à accompagner la campagne, que ce soit dans les écoles ou à l'extérieur, dans les villes ou villages pour les protéger, indiquant que les secteurs des affaires islamiques et de l'enseignement original, de l'éducation nationale et des affaires sociales, en plus de la santé, ont travaillé à la préparation de cette campagne qui cible les filles qui sont les mères de demain. De son côté, le maire de la commune de Tayaret, M. Ahmed Ould Ali, il a exprimé sa satisfaction pour cette étape importante, soulignant la disponibilité de la population à accompagner cette campagne, que ce soit au niveau du centre ou des établissements d'enseignement public ou privé, et que les moyens de la commune sont à la disposition de la campagne pour en assurer le succès. Il est à noter que cette campagne nationale touchera toutes les wilayas du pays, d'où l'impérieuse nécessité de la coopération de tous, en particulier la famille scolaire, pour vacciner le maximum de filles. À Attar, la campagne de vaccination a démarré à partir du lycée des filles en présence du Wali de Ladrar, entouré du staff sanitaire. Des précisions sur le déroulement de cette campagne au niveau de Ladrar et du nombre de jeunes ciblés par le directeur régional de l'action sanitaire et sociale. Auparavant, le Wali a lancé un appel aux parents en leur demandant de s'impliquer davantage dans cette campagne. Nous concerne ici au niveau de la région. La wilaya en collaboration avec les services techniques concernés par cette opération. Nous avons pris les mesures nécessaires. Maintenant, les problèmes restent au niveau des parents d'élèves. Donc c'est cette occasion
Je profite pour demander à tous les parents des filles scolarisées et non scolarisées, concernés en tout cas par cette campagne, de s'impliquer, de collaborer avec l'administration pour une campagne réussie. Et on a une population à cibler au nombre de 4699, dont 3323 sont scolarisés et 340 non scolarisés. Donc on a débuté ici dans toute la wilaya. Les équipes sont sur place, il y a les équipes mobiles, les équipes fixes et les équipes avancées. Donc nous sommes là pour 6 jours en train de vacciner les filles, et en collaboration avec le ministère de l'Éducation, le MASEF et le ministère des Affaires islamiques et les associations des parents d'élèves. Et on espère quand même atteindre notre cible d'ici les 6 jours et à couvrir. Et que c'est une campagne d'introduction qui va poursuivre encore durant le PF de routine. À l'intérieur du pays, pour vous faire part des activités de certains membres du gouvernement. D'abord, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, qui se trouve dans la capitale de la Sabah, Abdessalem Mohamed Saleh, s'est informé à Kifa sur la performance de la centrale électrique de la ville de certains ouvrages hydrauliques dépendant de cette centrale. Mohamed Ratat. Plus précisément à Nagat, que le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdessalem Mohamed Saleh, s'est arrêté en compagnie du Wali de la Sabah, M. Mohamed Ahmed Mouloud, pour effectuer une visite de terrain des travaux de renouvellement du réseau électrique long de 15 km reliant la centrale au forage de Nagat qui approvisionne en eau potable la ville de Kifa. Le ministre a ensuite visité la centrale électrique de Kifa, se rendant dans toutes ses composantes et écoutant les explications techniques sur les services dispensés par l'infrastructure et s'informant sur les mesures prises en matière de maintenance pour assurer la continuité des services fournis par la station et résoudre ainsi les problèmes de coupure d'électricité. Nous avons, dit le ministre, effectué cette visite à la centrale électrique de Kifa et comme vous le savez, nous sommes à la veille du Ramadan et bientôt c'est l'été et c'est chaleur caniculaire. Nous avons écouté les explications pertinentes et rassurantes des responsables techniques pour garantir l'opérationnalité de cette centrale, suivant les nouveaux critères et les nouvelles normes permettant de régler pour de bon le problème de l'électricité. Nous avons également visité le nouveau réseau qui alimente la ville en eau potable. Le ministre, qui a félicité les techniciens pour leur sérieux et leur volonté de garantir la disponibilité de l'électricité de manière permanente aux populations, n'a pas manqué de les appeler à redoubler d'efforts pour parer à tout problème et assurer ainsi la continuité des services de la centrale. Sa collègue de l'environnement et du développement durable se trouvait également à Kifa, où elle a tenu une réunion avec les acteurs impliqués dans la protection de l'environnement. Mariam Beka a également mis à profit son séjour à Kifa pour s'informer sur les moyens dont dispose la délégation régionale de l'environnement et ses domaines d'intervention. Abdullah Damaba. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a tenu une réunion à Kifa dans le cadre de son périple à l'intérieur du pays afin de discuter avec les acteurs locaux de la situation environnementale de ces régions, recueillir les problèmes et défis auxquels l'environnement est confronté et étudier les voies et moyens permettant de protéger l'écosystème de celui-là. Cette rencontre a eu lieu en présence du Wali de la Sabah. Mariam Intibekay a indiqué s'être déplacée en Asaba pour échanger avec les autorités au niveau local et les acteurs concernés pour leur permettre d'exposer les défis environnementaux et de développement durable auxquels est confrontée la wilaya de l'Asaba. Elle a souligné au vu de la proximité des acteurs au niveau local, ces derniers sont plus à même d'être informés des problèmes des résidents. Par la suite, plusieurs habitants se sont exprimés, ils ont tour à tour mis en avant la nécessité de trouver des alternatives au charbon de bois afin de réduire la pression sur la végétation et lutter contre le chômage, particulièrement chez la gente féminine. Ils ont aussi appelé à encourager le reboisement au sein des villages et lutter contre l'avancée des dunes. Ils ont aussi demandé à inculquer la conscience environnementale aux élèves pour les conscientiser dans ce cadre. La ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est par ailleurs rendue au siège de la délégation régionale de l'environnement et du développement durable où elle a passé en revue l'état de ses locaux et reçu des explications de la part du délégué régional sur le travail abattu par ces délégations en matière de protection de l'environnement et des moyens humains et logistiques à leur disposition. Enfin, elle a visité Tamourt Boukari qui fait partie des zones humides continentales de la Sabah.
À Timbedra, dans le Hod el-Sharqi, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed El-Hassan Boukhres, a supervisé le lancement du dernier atelier de formation et d'échange sur la loi numéro 2021-004. Cette loi relative aux associations, réseaux et autres structures de la société civile abolit le système d'agrément et le remplace par le régime déclaratif. Bakar Bailaba. L'objectif de l'atelier est d'édifier les autorités administratives et judiciaires de la wilaya du Hod el-Sharqi sur la loi numéro 004-2021 relative aux associations, réseaux et autres structures de la société civile. À cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed El-Hassan Boukhres, a affirmé que la loi en question abolit le système d'agrément et le remplace par le régime déclaratif. Il a précisé que cela permettra d'harmoniser les procédures dans un état de droit qui consacre le principe des libertés et des droits et de professionnaliser le tissu associatif. Il a ajouté que cette loi permettra aussi de répondre aux exigences de transparence et d'efficacité dans les relations avec l'association en tant qu'entité autonome qui a la pleine capacité juridique. De son côté, le maire de Timbedra, Ahmedou Ould Mohamed Mahmoud, a souligné l'importance de cet atelier, précisant qu'il contribuera à promouvoir les droits de l'homme et mieux organiser les activités de la société civile. Pour rappel, la loi numéro 004-2021 répond en double souci, transparence et performance du tissu associatif. La ville de Timbedra qui vit déjà à l'heure de la foire de l'élevage qui sera lancée mercredi prochain. Présentement, une vaste campagne de pulvérisation contre les moustiques est initiée par le conseil régional du Hod el-Sharqi et qui va se poursuivre durant 3 jours. Il s'agit de créer des conditions de séjour agréables aux hôtes de la ville de Timbedra. Retour à Nouakchott pour parler de cet atelier de l'autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire portant la prévention et la préparation face aux risques de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. L'atelier vise à former les participants sur l'inspection de contrôle des produits NRBC sur les frontières nationales. Mohamed Khatat. Profite de cet atelier des agents de la douane nationale et de la protection civile qui suivront une formation de 4 jours sur les dangers liés à la circulation des produits nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, les NRBC. Organisé par l'Autorité nationale de la radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, sous le thème la prévention et la préparation face aux risques de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, l'atelier vise à renforcer l'inspection et le contrôle de ces produits sur les frontières nationales. L'occasion pour le président de l'Autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, M. Ishaq Ould Mohamed Moussa, d'affirmer que la sécurité de ces produits NRBC est une priorité pour les autorités publiques pour pouvoir assurer la circulation des substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, mais aussi la manière de les transporter et de les stocker, et que malgré le degré limité de leur circulation en Mauritanie, il est nécessaire néanmoins de les assurer et de les surveiller dans des conditions optimales. De son côté, le directeur de la Sûreté nationale, M. Al-Qasim Ould Sidi Mohamed, il a indiqué que la nature du travail de la douane et de la protection civile exige d'être suffisamment sensibilisé sur les dangers liés à la circulation des produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et les dangers consécutifs à de telles substances. Autant le président de l'Autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire que le directeur de la Sûreté nationale ont loué tour à tour les efforts de l'Union européenne et son soutien continu à notre pays, notamment dans la formation de ses agents. Notons que la Mauritanie a ratifié les conventions internationales de l'Agence internationale de l'énergie atomique portant sur les matières dangereuses.
La journée internationale des lépreux, célébrée aujourd'hui par l'association mauritanienne de soutien aux victimes de la lèpre, a été marquée par une cérémonie de remise de fonds à certaines personnes victimes de lèpre. Malika Nekli. La lèpre, une maladie handicapante d'un autre âge, fait encore des ravages dans nos sociétés. À cet effet, c'est sous le thème « Un enfant handicapé de lèpre ou des autres maladies tropicales négligées est un avenir compromis. Ensemble, agissons maintenant » que s'est tenue la célébration de la 68e Journée mondiale des lépreux. Cette journée a été organisée par l'Association mauritanienne de promotion des personnes handicapées de la lèpre, avec la collaboration du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et de partenaires. Le conseiller chargé des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, M. Ahmed Jeilani, souligne que la lèpre, considérée comme une maladie d'un autre temps, est devenue de nos jours une maladie comme tant d'autres. En Mauritanie, 1500 personnes en sont atteintes. Étant donné les moyens alloués et les soins prodigués, il devrait être possible d'éradiquer ce fléau, d'autant que le président de la République accorde une attention particulière aux handicapés de manière générale et encore plus à ceux atteints de lèpre. Cette journée a été l'occasion de passer en revue les défis et les obstacles auxquels fait face cette frange vulnérable d'enfants handicapés. Cela a été l'occasion pour le président de l'Association mauritanienne de promotion des personnes handicapées de la lèpre, M. Ahmedoul Abdelkader, de rappeler que c'est grâce aux efforts de tous, et plus particulièrement celles des personnes ciblées, en l'occurrence les enfants atteints de lèpre, et avec la collaboration du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, qui nous a, dit-il, toujours soutenus dans les initiatives, en plus de l'initiative des différents départements gouvernementaux, des organisations internationales et nationales. Ce sont donc ces efforts conjugués qui nous ont permis d'assurer une prise en charge quotidienne de dizaines de familles ayant une personne atteinte de lèpre. À la fin de cette manifestation ont été distribuées des sommes financières à cette frange de personnes handicapées afin de soulager quelque peu leurs souffrances et leur permettre de s'insérer dans la société. Santé toujours, avec l'actualité relative à la pandémie coronavirus. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont déploré un décès et enregistré 25 nouvelles contaminations et 30 guérisons. Nous clôturons ce journal par la réunion tenue ce matin par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Cheikh Mohamed Val, au cours de laquelle il a exhorté les fonctionnaires des services régionaux au respect de la ponctualité au travail et à bien traiter les problèmes des citoyens de manière à répondre à leurs attentes. Fatimeto Moulaïzen nous en dit plus. Les locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont abrité une réunion de sensibilisation portant sur la nécessité d'appliquer la circulaire du Conseil des ministres sur le respect des horaires de travail officiels des employés dans le but d'améliorer les services et d'être à l'écoute des problèmes des citoyens pour pouvoir les régler. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Cheikh Mohamed Val, a exhorté les fonctionnaires des services régionaux au respect de la ponctualité au travail et à bien traiter les problèmes des citoyens de manière à répondre à leurs attentes. Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre les instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, relatives à la présence obligatoire aux heures de travail et à rehausser le niveau des services fournis aux usagers des services gouvernementaux. À cet égard, il a évoqué la circulaire émise pour clarifier les procédures qui seront mises en œuvre pour l'application de ces instructions. Il a souligné la nécessité pour les responsables de faire preuve de volonté au cours de leur travail et de faire face aux problèmes quotidiens soulevés par les citoyens. Les interventions des participants ont porté sur la circulaire qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de simplifier et d'améliorer l'accès des citoyens aux services publics. Les participants ont mis l'accent sur le défi que représentera la présence des employés à leur poste de travail. Les populations, quant à elles, attendent beaucoup de cette circulaire visant à améliorer et à rapprocher les services des citoyens. Ce citoyen affirme que tout employé doit se conformer aux orientations du gouvernement. Il s'attend aussi à ce que l'administration soit plus proche du citoyen. Celui-ci s'attend également à ce que les employés appliquent la dernière circulaire du Conseil des ministres. Il ajoute que le respect entre employés et citoyens doit être réciproque. Les orientations générales des décisions administratives visent à améliorer et à rapprocher les services publics des citoyens. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Le rappel des titres à la une.
La première dame supervise au siège du ministère des Affaires étrangères le programme d'exposition de photos centré sur la place de la femme dans la diplomatie mauritanienne. Le ministère de la Santé démarre la première phase de la vaccination des adolescentes contre le col de l'utérus. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines s'informe à Kifa sur la performance de la centrale électrique et des ouvrages qui y sont reliés. Merci et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour votre émission Zoom Sur. Bonne soirée.